préfecture par l'intermédiaire de Richard, demanda à Rieux un rapport destiné à être envoyé dans la capitale de la colonie pour solliciter des ordres. Rieux mit une description clinique et des chiffres. Le même jour, on compta une quarantaine de morts. Le préfet prit sur lui, comme il disait, d'aggraver dès le lendemain les mesures prescrites. La déclaration obligatoire et l'isolement furent maintenant. Les maisons des malades devaient être fermées et désinfectées. Les proches soumis à une quarantaine de sécurité. Quarantaine de sécurité. Les enterrements organisés par la ville dans les conditions qu'on verra. Un jour après, les cérémonies arrivaient par avion. Il pouvait suffire au cas en traitement. Ils étaient insuffisants si l'épidémie devait s'étendre. Il était insuffisant si l'épidémie devait s'étendre. On répondit au télégramme de Rieux que le stock de sécurité était épuisé. Et que de nouvelles fabrications étaient commencées. Pendant ce temps, et de toutes les banlieues environnantes, le printemps arrivait sur le marché. Des milliers de roses se fanaient dans les corbeilles des marchands. Au long des trottoirs et leur odeur sucrée flottait dans toute la ville. Apparemment, rien n'était changé. Les tramways étaient toujours pleins aux heures de pointe, vides et sales dans la journée. Taru observait le petit vieux et le petit vieux crachait sur le chat. Grand rentrait tous les soirs chez lui pour son mystérieux travail. Cottard tournait en rond et M. Auton, le juge d'instruction, conduisait toujours sa
ménagerie. Le vieil asthmatique transvasait ses poids et l'on rencontrait parfois le journaliste Rambert, l'air tranquille et intéressé. Le soir, la même foule emplissait les rues et les queues s'allongeaient devant le cinéma. D'ailleurs, l'épidémie sembla reculer et pendant quelques jours, on compta une dizaine de morts seulement. Puis, tout d'un coup, elle remonta en flèche. Le jour où le chiffre des morts atteignit de nouveau la trentaine, Bernard Rieux regardait la dépêche officielle que le préfet lui avait tendue en disant: Ils ont eu peur. La dépêche portait déclarer l'état de peste, fermer la ville. Deuxième partie. Et sans doute, cela devait continuer. Mais une fois les portes fermées, ils s'aperçurent qu'ils étaient tous, et le narrateur lui-même, pris dans le même sac, et qu'il fallait s'en arranger. C'est ainsi, par exemple, qu'un sentiment aussi individuel que celui de la séparation, aussi individuel que celui de la séparation, avec un autre aimé devint soudain, dès les premières semaines, celui de tout un peuple et, avec le peur, la souffrance principale de ce long temps d'exil.
Une des conséquences les plus remarquables de la fermeture des portes fut, en effet, la soudaine séparation où furent placés des êtres qui n'étaient pas préparés. Des mères et des enfants, des époux, des amants qui avaient cru procéder quelques jours auparavant à une séparation temporaire, qui s'étaient embrassés sur le quai de notre gare avec 2 ou 3 recommandations. Certains de se revoir quelques jours ou quelques semaines plus tard, enfoncés dans la stupide confiance humaine, à peine distraits par ce départ de leurs préoccupations habituelles. Se virent d'un seul coup éloignés sans recours, empêchés de se rejoindre ou de communiquer. Car la fermeture s'était faite quelques heures avant que l'arrêt préfectoral fut publié, et naturellement, il était impossible de prendre en considération les cas particuliers. On peut dire que cette invasion brutale de la maladie eut pour premier effet d'obliger nos concitoyens à agir comme s'ils n'avaient pas de sentiments individuels. Dans les premières heures de la journée où l'arrêté entra en vigueur, la préfecture fut assaillie par une foule de demandeurs. La préfecture fut assaillie par une foule de demandeurs qui, au téléphone ou auprès des fonctionnaires, exposaient des situations également intéressantes et en même temps également impossibles à examiner. À la vérité, il fallut plusieurs jours pour que nous nous rendissions compte que nous nous trouvions dans une situation sans compromis et que les mots transigés faveur, exception n'avaient plus de sens.
Même la légère satisfaction d'écrire nous fut refusée, nous fut, nous fut refusée. D'une part, en effet, la ville n'était plus reliée au reste du pays par des moyens de communication habituels. Et d'autre part, un nouvel arrêté interdit l'échange de toute correspondance pour éviter que les lettres puissent devenir les véhicules de l'infection. Au début, quelques privilégiés purent s'aboucher. Aux portes de la ville avec des sentinelles des postes de garde qui consentirent à faire passer des messages à l'extérieur. Encore étaient-ce dans le premier, encore étaient-ce dans les premiers jours de l'épidémie, à un moment où les gardes trouvaient naturel de céder à des mouvements de compassion. Mais au bout de quelque temps, lorsque les mêmes gardes furent bien persuadés de la gravité de la situation, ils se refusèrent à prendre des responsabilités dont ils ne pouvaient prévoir l'entendu. Les communications téléphoniques interurbaines autorisées au début provoquèrent de tels encombrements de cabines. Public et sublime qu'elles furent totalement suspendues pendant quelques jours, puis sévèrement limitées à ce qu'on appelait le cas urgent comme la mort, la naissance et le mariage. Les télégrammes restèrent alors notre seule ressource. Des êtres que liés l'intelligence, des êtres que liés l'intelligence, le cœur et la chair en furent réduits à chercher les signes de cette communion ancienne dans le majuscule d'une dépêche. Une dépêche de dîner est comme en effet les formules qu'on peut utiliser dans un télégramme sont en fait les formules qu'on peut utiliser dans un télégramme sont vite épuisées. De longues vies communes ou des passions
ou des passions douloureuses se résumèrent rapidement dans un échange périodique. Dans un échange périodique de formules toutes faites comme « bien, pense à toi, tendresse ». Certains d'entre nous, cependant, s'obstinaient à écrire et imaginer sans trêve. À écrire et imaginer sans trêve pour correspondre avec l'extérieur, des combinaisons qui finissaient toujours par s'avérer illusoires. Quand même, quelques-uns des moyens que nous avions imaginés réussissaient. Nous n'en savions rien. Quand même, quelques-uns des moyens que nous avions imaginés réussissaient. Nous n'en savions rien. Rien. Ne recevant pas de réponse. Pendant 2 semaines, nous fûmes réduits alors à recommencer sans cesse la même lettre. Sans cesse. À recopier les mêmes appels, si bien qu'au bout, recopier les mêmes appels, si bien qu'au bout, si bien qu'au bout d'un certain temps, les mots qui d'abord étaient sortis tout saignants de notre cœur, se vidaient de leur sens. Nous les recopions, alors machinalement. Nous les recopions alors machinalement, essayant de donner au moyen de ces phrases mortes des signes de notre vie difficile. Et pour finir à ce monologue stérile, et entêté, à cette conversation aride avec un mur, et pour finir à ce monologue stérile et entêté, à cette conversation arrive avec honneur l'appel conventionnel
la pelle conventionnelle du télégramme nous paraissait préférable. Au bout de quelques jours, d'ailleurs, quand il devint évident que personne ne parviendrait à sortir de notre ville, on eut l'idée de demander si le retour de ceux qui étaient partis avant l'épidémie pouvait être autorisé. Après quelques jours de réflexion, la préfecture répondit par l'affirmative. Mais elle précisa que les rapatriés ne pourraient en aucun cas ressortir de la ville et que s'ils étaient libres de venir, il ne le serait pas de repartir. Là encore, quelques familles, d'ailleurs rares, prirent la situation à la légère et faisaient passer avant toute prudence le désir où elles étaient de revoir leurs parents, invitèrent ces derniers à profiter de l'occasion. Mais très rapidement, ceux qui étaient prisonniers de la peste comprirent le danger auquel ils exposaient leurs proches et se résignèrent à souffrir cette séparation. Au plus grave de la maladie, on ne vit qu'un cas où les sentiments humains furent plus forts que la peur d'une mort torturée. On a dit qu'encore qu'un cas où les sentiments ce ne fut pas comme on pouvait s'y attendre. Deux amants que l'amour jetait l'un vers l'autre. Par-dessus la souffrance. Il s'agissait seulement de vieux docteurs. Il s'agissait seulement du vieux docteur Castel et de sa femme, mariée depuis de nombreuses années. Mademoiselle Castel, quelques jours avant l'épidémie, s'était rendue dans une ville voisine. Ce n'était même pas un de ses ménages.
qui offrait ces ménages qui offrent au monde l'exemple d'un bonheur exemplaire. Et le narrateur est en mesure de dire que, selon toute probabilité, ces époux jusqu'ici n'étaient pas certains d'être satisfaits de leur union. Certains d'être jusqu'ici n'étaient pas certains d'être satisfaits de leur union. Mais cette séparation brutale et prolongée les avait mis à même d'assurer qu'ils ne pouvaient vivre éloignés l'un de l'autre, et qu'auprès de cette vérité soudaine mise au jour, la peste était peu de choses. Il s'agissait d'une exception. Dans la majorité des cas, la séparation, c'était évident, ne devait cesser qu'avec l'épidémie. C'était évident, la séparation, c'était évident, ne devait cesser qu'avec l'épidémie. Et pour nous tous, le sentiment qui faisait notre vie et que pourtant nous croyons bien connaître, les Oranais, on a déjà dit, en dépression simple. Et pour nous tous, le sentiment qui faisait notre vie et que pourtant nous croyons bien connaître prenait un visage nouveau. Des maris et des amants qui avaient la plus grande confiance dans leur compagne se découvraient jaloux. Des hommes qui se croyaient légers en amour retrouvaient une constance. Des fils qui avaient vécu près de leur mère en la regardant à peine mettaient toute leur inquiétude et leur regret dans un pli de son visage qui hantait leurs souvenirs. Cette séparation brutale, sans bavure, sans avenir prévisible, nous laissait décontenancés, incapables de réagir contre le souvenir de cette présence. Encore si proche et déjà si lointaine, qui occupait maintenant nos journées. En fait, nous souffrions deux fois, de notre souffrance d'abord et de celle ensuite que nous imaginons aux absents, fils, épouse ou amante. Fils, épouse ou amante.
En d'autres circonstances d'ailleurs, nos concitoyens auraient trouvé une issue dans une vie plus extérieure et plus active. Mais en même temps, la peste les laissait oisifs. La peste les laissait oisifs, réduits à tourner en rond dans leur ville morne et livrée. Jour après jour, jour après jour, au jeu décevant du souvenir, car dans leur promenade sans but, car dans leur promenade sans but, ils étaient amenés à passer toujours par le même chemin, et la plupart du temps dans une si petite ville. Ce chemin était précisément ce qu'à une autre époque ils avaient parcouru avec l'absent.